très intéressantes pendant les 90 prochaines minutes. J'étais supposé modérer cette session avec les collègues Stéphane Blanche, le professeur Stéphane Blanche, qui malheureusement a eu un empêchement de dernière minute. Il me charge de vous transmettre ses profonds regrets et d'accepter ses excuses parce que ce n'était pas du tout sous son contrôle. Alors, ceci dit, nous allons partir avec la première présentation qui était supposée faite par Stéphane lui-même. Je pense qu'il y a un enregistrement de sa présentation. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Stéphane est professeur de pédiatrie et chef du service d'hématologie, immunologie pédiatrique à l'hôpital Necker de Paris. Il est impliqué sur l'infection à VIH la transmission de la mère à l'enfant depuis l'apparition du VIH en 83. Stéphane est aussi un des membres fondateurs du réseau EVA, qui est un réseau de pédiatres francophones de France et d'Afrique. Donc, nous allons donc voir cette présentation de Stéphane. Vidéo, s'il vous plaît. Vidéo. Pour parler de la santé des enfants exposés au VIH et non infectés, il faut d'abord rappeler et garder en mémoire tout au long de ce bref exposé l'extraordinaire succès que représente la prévention de la transmission du VIH à mère-enfant depuis 25 ans. Mais à côté de ce succès, c'est vrai qu'il y a eu quelques alertes sur des problèmes de santé potentiels qu'on pourrait considérer de basse intensité justement au regard de cet extraordinaire succès. Basse intensité, mais nombre d'enfants considérable, puisque dans cette revue, on estime que près de 15 millions d'enfants sont concernés, et surtout, cette étude pointe que dans 5 pays, les enfants nés de mères séropositives, non infectés, représentent 15% des enfants du pays. Et donc, un problème de santé potentiel, même modeste, pourrait, dans ce contexte, poser un souci. Il est donc important de se pencher sur la santé de ces enfants et essayer d'identifier et de prévenir, d'améliorer la santé si besoin dans ce contexte. Si on parle de la santé des enfants, on peut se poser la question sur l'éventuelle répercussion de la maladie maternelle, maladie au sens large, nutrition, co-infection, dépression, sur la santé de l'enfant, et puis bien sûr la question des antirétroviraux. Alors, à la suite des descriptions d'encéphalopathie mitochondriale, qui est rare, mais bien documentée à la fin des années 90, beaucoup d'équipes se sont lancées dans l'évaluation du développement cognitif des enfants. Je ne vais pas détailler les données, les résultats sont globalement plutôt rassurants, avec quand même des données contradictoires et qui persistent, contradictions qui persistent jusqu'à récemment, comme vous le voyez sur 2 études sud-africaines, où, à côté d'un niveau cognitif dans les normes, une enquête retrouve un retard de langage et l'autre ne retrouve pas, alors que les 2 études sont bien menées avec des professionnels, les échelles adéquates, un nombre d'enfants suffisant, et on a bien du mal, en tant que non spécialiste, à comprendre cette différence. Là, l'équipe qui constate un retard de langage est bien sûr dans la difficulté de comprendre la cause de ce retard de langage. Comme je viens de vous le dire, multiples causes potentielles peuvent être discutées, depuis l'environnement de la mère, la maladie de la mère, les traitements, tout ça est intriqué. Et ça sera la difficulté majeure chaque fois qu'on comparera un enfant né de mère vivant avec le VIH ou d'une mère non porteuse du VIH, eh bien, on tombera toujours sur cette multitude de biais possibles qui rendent les analyses très difficiles. Et chaque fois qu'on trouvera, chaque fois que ce sera possible, il faudra essayer de travailler au sein d'une cohorte d'enfants infectés par le VIH et de comparer tel ou tel facteur au sein d'une cohorte d'enfants infectés nés de mères porteuses du VIH. Donc, contrairement au développement cognitif, il y a un élément qui n'est pas contesté, qui fait consensus, qui est observé de façon remarquable dans tous les contextes, au nord et au sud,
c'est la morbidité des premiers mois de vie, morbidité infectieuse des premiers mois de vie, qui peut conduire à une mortalité, une surmortalité quand il n'y a pas d'accès aux soins faciles, et qui concerne essentiellement des infections bactériennes et qui, au sein d'une cohorte d'enfants nés de mères séropositives, est clairement liée au niveau de CD4 maternel. Alors, de nombreuses études que je ne vais pas détailler ont tenté d'identifier un déficit immunitaire. Vous trouverez dans ces deux revues le détail de ces données. Elles sont difficiles à interpréter, un peu contradictoires, et à vrai dire, je prends parti, ne sont pas très convaincantes. Ce qui, par contre, est très convaincant, très solide, c'est ce qu'ont montré les Africains du Sud il y a 10 ans, dans ce superbe papier de Jones dans le JAMA, qui montre qu'il y a en fait chez ces enfants une sorte de déficit passivement transmis de la mère à l'enfant. La mère a des CD4 bas, elle produit mal ses anticorps spécifiques. Ici, ce sont les anticorps anti-hémophilus, mais le résultat est le même avec les anticorps anti-pneumocoque, anti-tétanos, anti-coqueluche. Ce déficit passivement transmis de la mère à l'enfant peut tout à fait expliquer une morbidité bactérienne des premiers mois de vie, le temps que l'enfant produise ses propres anticorps. Et dans ce même papier, Jones montre que les enfants produisent normalement des anticorps après vaccination. Une fois qu'ils sont vaccinés, le taux d'anticorps remonte et remonte de façon similaire, très bleu, très gris, entre les enfants exposés ou non exposés. Ce qui balaye un peu l'idée que l'enfant est un déficit immunitaire intrinsèque et qu'il soit dans la difficulté à produire des anticorps, ce qui n'est manifestement pas le cas ici, et données qui ont été reproduites dans d'autres études de façon ultérieure. Alors, si cette morbidité de l'enfant est liée au degré de déficit immunitaire maternel, on devrait voir une diminution de cette morbidité au fur et à mesure que l'amélioration de la santé maternelle est observée. Et c'est ce qu'on observe dans cette étude récente, là encore, de l'Afrique du Sud 2020. Comparaison, exposé, non exposé, on voit un surrisque infectieux. Mais si on s'intéresse aux sous-groupes d'enfants exposés, si on regarde les enfants nés de mères traités précocement par antirétroviraux, ben déjà le taux baisse de moitié. Et si au sein de ce sous-groupe, on s'intéresse aussi aux conditions d'allaitement et aux enfants qui ont été vaccinés de façon optimale, et bien là, le taux est similaire à celui de la population générale. Et donc, voilà un exemple d'une action qu'on peut mener, une amélioration de la santé de la mère et du suivi des enfants qui permet de faire disparaître cette morbidité et mortalité infectieuse des premiers mois de vie. Deuxième approche, celle concernant les antirétroviraux. Allons directement à la dernière alerte, celle de l'embryopathie de lutigravir. Vous le savez, les collègues du Botswana ont repéré dans une cohorte de femmes suivies et traitées par différents antirétroviraux, ont repéré un surrisque d'anomalies du tube neural quand la mère recevait du dolutegravir à la conception. J'actualiserai dans un instant ces données, mais c'est intéressant de voir comment cette alerte a donné lieu à une réflexion raisonnée, raisonnable, de la gestion de cette alerte, ce qui n'avait pas été le cas sur des alertes précédentes où les alertes avaient été traitées plutôt par le mépris et le déni, très loin d'un vrai débat scientifique. Ici, au moment où le dolutegravir prenait justement une place considérable dans les programmes de traitement des nombreux pays, et du Botswana en particulier, il fallait une réflexion de fond. Et c'est ce qu'ont fait, par exemple, une équipe sud-africaine qui, dans ce remarquable papier des Annals of Internal Medicine, prend la question sur une vision globale de l'intérêt et des limites du dolutegravir. Ça ne s'arrête pas uniquement à la question des anomalies du tube neural, mais inclut aussi l'intérêt pour la femme, pour la transmission hétérosexuelle, pour le risque de résistance, etc., du dolutegravir par rapport au traitement de référence, et avec une sorte de système de points positifs, négatifs, montre que prennent parti sur le fait qu'on poursuit le dolutegravir malgré cette alerte sur l'embryopathie. Fort heureusement, cette alerte semble s'écarter puisque même les collègues du Botswana ont continué à travailler.
Et on montrait que sur un nombre plus grand de femmes, l'incidence n'était plus significativement différente des autres groupes comparateurs. Et tant mieux, mais je crois que cette réflexion sur la gestion d'une alerte a été très, très bénéfique. Le vrai problème, en fait, c'est pas tellement les embryopathies, parce qu'on arrive à les repérer très tôt. Bon, elles sont plus ou moins dramatiques, comme les anomalies tumorales, mais elles sont repérables à la naissance, elles sont comparables entre les cohortes. On a quand même des données assez solides, et tout se fait sur un temps très court d'observation de l'enfant. Le grand problème, c'est bien sûr la question de l'effet secondaire à long terme. Et ça, c'est une difficulté majeure. Je m'éloigne un tout petit peu du VIH. Pour ce qui est de la dépakine, il a fallu pratiquement 15 à 20 ans pour s'apercevoir que la dépakine entraînait un risque d'autisme ou un risque de défaut de développement cognitif chez les enfants exposés. Pourquoi? Parce que le suivi des enfants à long terme est très difficile. A priori, ces enfants ne sont pas malades. Et en l'occurrence, pour le VIH, dès qu'on sait qu'ils ne sont pas infectés, ben voilà, ils mènent leur vie et leur vie d'enfant sans bien sûr pouvoir avoir un bilan de santé régulier sur plusieurs années à très large échelle, colligé dans le corps. Et si un événement survient, ben, le lien potentiel entre cet événement et l'exposition du terreau est très difficile sur le plan méthodologique, en évitant des biais à mettre en évidence. Et ce sont donc des comparaisons intra-cohortes qui peuvent donner la réponse, mais là encore, la difficulté pratique est considérable. Alors, difficulté, mais pas complètement impossible. Voilà, par exemple, une étude américaine qui a suivi des enfants plus de 5 ans, plus de 3000 enfants pendant 5 ans, ce qui est une prouesse formidable. Et qu'est-ce qu'on constate? Malheureusement, une alerte ancienne, elle là, malheureusement, se confirme sur le long terme. Il y avait eu des résultats discordants sur des malformations neurologiques induites par le léfavirenz, là encore traitées un peu par le mépris et le déni. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que malheureusement, à 5 ans, les enfants exposés à léfavirenz ont un risque de microcéphalie beaucoup plus élevé que la population d'enfants traités par d'autres, exposés à d'autres antirétroviraux. Et malheureusement, quand il y a microcéphalie, ça veut dire qu'il y a eu développement insuffisant du tissu cérébral et donc un score de développement plus faible. Alors, à côté de ces études complexes de suivi de grands nombres d'enfants, et 3000 enfants, c'est beaucoup, mais c'est pas suffisant pour voir ça, pour observer certains effets secondaires. Il y a une possibilité quelquefois de pouvoir croiser des données entre les cohortes et certains registres nationaux. C'est ce que nous avons fait en France il y a quelques années, en croisant avec les autorisations ad hoc, bien sûr, en croisant les données d'une cohorte épidémiologique où les enfants sont suivis 18 mois et celles du registre national des cancers de l'enfant de 0 à 15 ans. Et on a pu identifier ainsi 21 cancers, mais bien sûr, cancers survenus largement au-delà de la période de suivi de l'enquête VIH. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, si la plupart des expositions aux antirétroviraux ne distinguent pas, ont une incidence similaire à celle de la population générale en gris, population d'enfants français, eh bien, on voit que l'exposition à la didanosine expose à 5 fois plus de risques de cancer, ce qui est très significativement différent des autres molécules. Alors certes, la didanosine a été très peu utilisée, pas plus de 10% des enfants de la cohorte, des 15 000 enfants ont été exposés à la didanosine, mais ça représente la moitié des cancers observés, et c'est très significatif. Alors dernier point pour essayer d'avancer un peu sur ce risque à long terme, c'est l'éventuelle utilisation d'un principe de précaution. Je sais que ce principe de précaution fait grincer des dents, il a mauvaise presse, mais enfin, on peut aussi quand même essayer de réfléchir et anticiper quelquefois la toxicité potentielle d'un médicament. Si je reviens à l'efavirenz, voilà, je me base sur cette revue excellente des collègues hollandais qui s'interrogent quand même sur vraiment l'opportunité d'utiliser l'efavirenz chez le fœtus, quand on sait qu'il y a une parenté structurelle entre l'efavirenz et le LSD, et dont on connaît le rôle dans la synapse neuronale. Et donc, un risque majeur de laisser l'enfant baigner dans cette molécule neurotoxique pendant 9 mois, d'autant qu'il y a aussi une pharmacogénétique particulière qui fait qu'il y a certains enfants surexposés pour la même dose.
Donc voilà une autre approche qui peut aider, permettre d'anticiper un peu d'éventuelles difficultés et peut-être écarter cette molécule plus tôt. Voilà, j'en ai terminé. Je reviens au point de départ de cet exposé. N'oublions pas l'extraordinaire progrès depuis 25 ans qui nous permet de nous diriger vers une génération sans sida, ce qui doit nous remplir d'espoir et en essayant de gérer ces quelques alertes de santé de façon sans tabou et de façon sereine. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour à tous qui êtes là. Vous venez d'entendre la communication de Stéphane Blanche sur la morbidité des enfants exposés au VIH. Nous aurons tout à l'heure une plage de 10 minutes pour des questions qui vont concerner non seulement sa présentation, mais la présentation qui va suivre maintenant. Cette présentation qui va suivre maintenant va être réalisée par Faustin Kitetele. Faustin Kitetele est un médecin pédiatre du Congo, de Kinshasa, qui travaille beaucoup sur le VIH depuis des années, notamment sur les questions de santé mentale, d'annonce aux enfants du diagnostic. Là, aujourd'hui, il va nous présenter la place des inhibiteurs de l'intégrase chez l'enfant. Je lui donne la parole et du coup, après, on aura 10 minutes pour discuter des questions sur ces deux exposés. Bonjour. Bienvenue dans cette session de la pédiatrie. Il nous a été demandé de parler de l'inhibiteur de l'intégrase chez les enfants. Comme introduction, je voulais dire que stabiliser l'infection, c'est les combats de tous, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant. Ce que nous cherchons tous, c'est l'équilibre immuno-virologique. L'effet recherché à court terme, c'est la réduction rapide de la charge virale et bloquer toute progression de la maladie. Et à long terme, une bonne tolérance et une bonne observance dans le but de maintenir une charge virale indétectable le plus longtemps possible, de prévenir la sélection de mutations des résistances et protéger les patients des infections opportunistes. Environ la moitié des enfants qui avaient besoin d'un traitement ARV en 2019 en bénéficiaient. Et l'autre moitié ne pouvait pas en bénéficier pour plusieurs raisons. Je ne voudrais pas revenir là-dessus, parce que ça ne fait pas l'objet de ma présentation. Le manque de formulation pédiatrique appropriée pour le médicament Optimo a été pendant longtemps un obstacle qui empêche d'obtenir de meilleurs résultats pour les enfants vivant avec le VIH. Donc, malgré les efforts louables sur la prise en charge pédiatrique, atteindre la troisième cible de 95% de suppression virale restera un objectif difficile si ces enfants n'ont pas accès à des formulations plus efficaces adaptées à leur âge. Donc, l'utilisation généralisée du traitement ARV combiné, comme on a fait pendant longtemps, surtout en Afrique subsaharienne, a malheureusement permis l'émergence des souches résistantes aux principaux médicaments ARV conduisant à des taux élevés d'échec virologique. Pour atteindre la cible 95% de suppression de la charge virale chez les enfants, il faudrait des formulations pédiatriques adaptées aux enfants qui soient à la fois puissantes, avec une barrière génétique élevée, tolérée, simple dans les prises et disponible. Mais où en est-on aujourd'hui avec les ARV pédiatriques? Je voudrais qu'on puisse balader à travers le temps avant d'aborder les anti-intégrases, voir là où les anti-intégrases sont entrés dans la prise en charge des enfants. Donc, si nous partons de 2006, avec les recommandations de l'OMS jusqu'en 2020, on voit qu'il y a eu des efforts louables avec le temps, mais beaucoup de choses restent encore à faire. Si nous voyons les régimes préconisés en 2006,
Les inhibiteurs non nucléosidiques étaient à la pointe, mais avec le temps, Oui, apparemment, nous avons perdu Faustin. Peut-être qu'il va se reconnecter et continuer sa présentation. On s'est aussi aperçu qu'il n'avait pas partagé son écran pour que nous puissions voir ses slides. Alors, ce que je propose, qu'on laisse une petite minute pour voir si Faustin va pouvoir revenir et poursuivre sa présentation. Et si ce n'est pas le cas, peut-être que nous allons aller à la prochaine étape. Mais je sais pas, je suggère qu'on attende une petite minute pour voir si Faustin va pouvoir revenir et poursuivre sa présentation. Est-ce que les organisateurs peuvent nous dire s'ils sont en lien avec Faustin et si Faustin va pouvoir se reconnecter et poursuivre sa présentation? Ok, donc pour votre information, les organisateurs essaient de les joindre et ils sont ils sont en train de travailler dur à pouvoir le reconnecter et poursuivre sa présentation. Je demande vraiment votre indulgence, c'est un peu les aléas des conférences virtuelles avec les connexions Internet quelquefois instables dans certains endroits. Un peu de patience et j'espère bien que Faustin va pouvoir nous rejoindre d'un moment à l'autre. je vois Cheikh Tidiane. Ok, Faustin, vous êtes de retour, donc moi j'arrive à vous voir. Je partager.
Je disais qu'en 2006, avec les recommandations de l'OMS, ce sont les inhibiteurs non nucléosidiques qui étaient mis au premier plan. Donc, dans toutes les combinaisons, on pouvait avoir les inhibiteurs non nucléosidiques, mais là également, les inhibiteurs non nucléosidiques posaient un petit problème, puisque ça devait être donné avec prudence chez les adolescentes post-pubères, avec un taux de CD4 au-dessus de 250 par millimètre cube, et puis les favirenz n'étaient pas recommandés aux enfants de moins de 3 ans. C'est ainsi qu'en 2010, vu les inhibiteurs de la protéase qui avaient donné de bons résultats par rapport aux inhibiteurs non nucléosidiques, les inhibiteurs des protéases sera administré aux enfants de 24 mois et les autres schémas étaient toujours à base des inhibiteurs non nucléosidiques. Et là également, les enfants qui étaient exposés à la névirapine mis sous la combinaison lopirito présentaient des taux bas de la charge virale alors que la charge virale était toujours élevée chez les enfants qui étaient dans des schémas qui contenaient la combinaison associant les inhibiteurs non nucléosidiques. Sur base de cela, en 2013, la combinaison lopirito a été recommandée chez les enfants de moins de 3 ans et les autres continuaient avec les favirenz, qui est un inhibiteur non nucléosidique. Et à long terme, la suppression virale était supérieure chez les enfants sous traitement ARV à base de lopirito, contrairement à ceux qui étaient sous inhibiteurs non nucléosidiques. Et ça expliquait les recommandations de l'OMS qui recommandait d'utiliser lopirito en première intention chez les enfants. Et en 2016, on a eu l'introduction des combinaisons à dose fixe et les schémas à prise unique. Mais les grands problèmes, même si la combinaison lopinavir et ritonavir a donné de très bons résultats du point de vue charge virale avec la suppression de la charge virale par rapport aux inhibiteurs non nucléosidiques, mais il y avait beaucoup de contraintes. Les sirops avaient des contraintes, puis nous sommes passés aux pellettes. Je ne voudrais pas m'étaler là-dessus. Donc, pour optimiser, il fallait penser autrement, chercher des molécules qui seraient facilement administrables chez l'enfant, qui seraient mieux tolérées et avec moins de prise. C'est ainsi qu'en 2018, avec les recommandations de 2018, c'est là où nous avons maintenant l'introduction des inhibiteurs de l'intégrase. Donc, en première intention,
On a préconisé de donner le raltegravir associé à 2 inhibiteurs nucléosidiques chez les tout-petits, les nouveau-nés, et les dolutegravir chez l'enfant un peu plus grand, d'abord l'enfant de plus de 10 ans, puis il y a eu des recommandations, des études, puis on a pu avoir l'autorisation de mise sur le marché de dolutegravir à partir de l'âge de 6 ans. C'était une révolution, je pourrais dire, avec les dolutegravir et les raltegravir, vu les spécificités des inhibiteurs de l'intégrase. Mais les problèmes étaient à quel niveau? On a mis les inhibiteurs de l'intégrase, comme on a dit, et l'efficacité des inhibiteurs de l'intégrase, ça a été prouvé. Si nous prenons l'étude menée par IDEA Global Consortium sur l'utilisation des raltegravir et les résultats obtenus chez les enfants et adolescents vivant avec le VIH dans beaucoup de pays, on a vu que les raltegravir étaient très, très intéressants, puisqu'on a pu d'abord faire le test de résistance avant de mettre les enfants sur raltegravir qui présentaient un échec aux 3 classes thérapeutiques, donc savoir les inhibiteurs de la protéase, les inhibiteurs non nucléosidiques, les inhibiteurs nucléosidiques. On a pu remarquer que 71% des enfants présentaient une résistance à un inhibiteur de la protéase et 32% présentaient une résistance à un inhibiteur nucléosidique ou à un inhibiteur non nucléosidique. Et les CD4 médians, avant la mise sur raltegravir, étaient à 276 cellules par microlitre. Et 2 années plus tard, lorsqu'on a pu évaluer, les CD4 est passé de 276 cellules par microlitre à 517 cellules par microlitre. Et c'est en 5 des enfants qui présentaient une résistance, soit à l'inhibiteur de la protéase ou à un inhibiteur non nucléosidique ou non nucléosidique. 75% de ces enfants avaient une charge virale supprimée. Et c'était fantastique. Mais, comme toujours, il y a un mais. Même si on a une suppression virale, on avait une bonne tolérance et que les raltegravir étaient actifs aussi bien sur le VH1 que le VHD, étaient actifs sur les souches résistantes aux 3 classes thérapeutiques que nous utilisons habituellement. Et il n'y avait pas d'interaction avec la rifampicine. Il y avait quand même des limites. La barrière génétique des raltegravir était faible, plus faible même que celle des inhibiteurs de la protéase boostée. Et puis, sa prescription était limitée chez les patients naïfs en raison de sa faible barrière génétique. Donc, il y avait quand même des contraintes. Et en plus de cela, les raltegravir devaient être donnés en 2 doses quotidiennes, alors qu'on cherche de molécules qui seraient facilement administrables chez les enfants. Comme les raltegravir, nous avons une deuxième molécule, une deuxième anti-intégrase, qui est également, comme les raltegravir, un inhibiteur de transfert de brin de la 2e génération. Les raltegravir est un inhibiteur de transfert de brin de la 1re génération. Les dolutegravir donnera également des très bons résultats. Il y a eu plusieurs études, on l'a évoqué dans la présentation précédente. Il y a eu des études qui ont été menées. Et là, on trouve que les raltegravir avaient également une efficacité virologique assez considérable comme les raltegravir. Il y avait moins d'arrêt des traitements pour effets indésirables. Il y avait moins de risques d'acquisition des résistances. Alors que ce n'était pas le cas avec les raltegravir. Il était actif contre les souches résistantes aussi bien aux inhibiteurs nucléosidiques, aux inhibiteurs non nucléosidiques, aux inhibiteurs de la protéase que les raltegravir. Et le même résultat on avait le même résultat chez les patients naïfs en ce qui concerne l'efficacité, la rapidité, la non-acquisition de résistance et la bonne tolérance. Donc, si nous pouvons résumer, les dolutegravir, deuxième anti-intégrase, a beaucoup d'avantages. C'est une molécule facile à prescrire pour les prestataires, facile à administrer pour les parents, et une dose quotidienne, facile pour l'adhérence des enfants, puisqu'il existe en plusieurs formulations. C'est qu'on a toujours cherché chez les enfants. Il existe en 50 mg pour les adultes ou pour les ados, en 25 et 10 mg pour les enfants. Et récemment, il y a quelques mois, on a une formulation de 5 mg qui vient d'être approuvée. Donc, et en plus, les formulations pédiatriques sont en comprimés dispersibles à goût de fruits.
Donc, il existe aussi en combinaison une dose fixe associée au tenofovir et puis l'amivudine ou encore à la bacavir ou l'amivudine. Bien tolérée et moins toxique, barrière génétique élevée à la résistance, aucune interaction connue avec la contraception hormonale, ça c'est pour les adolescentes, et facile pour la gestion des approvisionnements. Donc, si nous pouvons parler des ARV optimisés des choix par excellence chez l'enfant, lorsqu'on voit tout ce qu'il faut pour que une molécule soit optimisée, l'efficacité, la faible toxicité, la bonne tolérance, et la forte barrière génétique et les formes galéniques adaptées, les doses adaptées en fonction de l'âge et du poids, là, les dolutegravir viendraient en tête des inhibiteurs des protéases et des autres molécules. Mais comme les raltegravir, il y a toujours un mais. Qu'en est-il de l'interaction du dolutegravir avec les anti-TB? Bon, là, il y a un problème. En ce moment-là, il faut doubler la prise de dolutegravir, comme chez l'adulte, comme nous le savons. Et puis, l'anomalie de la fermeture du tube neural, je ne voudrais pas m'étaler là-dessus, puisqu'on vient d'en parler en long et en large dans la présentation précédente. Donc, toutefois, en administrant le dolutegravir, on doit rester prudent, puisque, comme on a dit dans la présentation précédente, à long terme, nous ne connaissons pas tous les effets et puis le suivi n'est pas aussi facile, donc cela demande beaucoup de prudence quand même. On a les doses qu'il faut à partir de 3 kg, comme j'ai dit, avec la nouvelle formulation, 4 semaines, 3 kg, on peut donner le dolutegravir. Dans tous les groupes d'âge, cette molécule peut être administrée. Et là, maintenant, si nous voyons ce que nous avons comme recommandation actuellement, vu les atouts que possèdent les inhibiteurs de l'intégrase, particulièrement les dolutegravir, et on doit commencer peut-être à éliminer progressivement l'inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse avec toutes les contraintes que nous avons vues et mettre au premier plan l'inhibiteur de l'intégrase, particulièrement les dolutegravir associés à des inhibiteurs nucléosidiques, qui est le régime préféré des premières lignes actuellement. Et en seconde ligne, les dolutegravir toujours associés aux autres ARV optimisés. Et les lopinavir, la combinaison lopi-rito, nous connaissons son efficacité, doit toujours être utilisée lorsque le dolutegravir n'est pas disponible. Mais en 2021, c'est sûr qu'il y aura d'autres recommandations, mais nous ne devons pas oublier, même si c'est parmi le médicament de premier choix chez l'enfant actuellement, nous ne devons pas oublier que ce médicament doit être accompagné. Il faut un suivi de l'enfant et de la famille aux différentes phases du traitement. Pourquoi cela? Nous savons aujourd'hui que les adolescents constituent l'âge des défis où il y a beaucoup de problèmes. C'est là où nous avons la mauvaise adhérence, l'abandon des traitements et consorts, ou même beaucoup de décès, adolescence et jeunesse. Lorsque nous disons que les dolutegravir donnent des très bons résultats, dans ces groupes d'âge, les adolescents et les jeunes doivent être accompagnés si nous voulons garder tous les acquis. Et les études que nous avons pu mener ici au Congo avec l'UNICEF, que nous venons de clôturer il n'y a même pas un mois, les résultats préliminaires nous ont montré que les adolescents et les jeunes constituent un âge à problème qui demande un suivi particulier si nous voulons obtenir une bonne observance. D'abord, avec les problèmes de l'annonce du statut sérologique. Un enfant ne peut pas continuer à prendre le médicament, même si c'est une molécule assez puissante comme les inhibiteurs de l'intégrase, si l'enfant ne connaît pas son problème. Or, en Afrique subsaharienne, les problèmes d'annonce sérologique restent entiers. Beaucoup de pays, il y a un taux bas de adolescents et de jeunes qui sont divulgués. Et en plus de cela, lorsqu'ils ne sont pas divulgués, l'étude que nous avons menée avec l'UNICEF dans 2 provinces de la RDC a pu montrer que le premier rapport sexuel chez les adolescents avait eu lieu avant qu'ils ne connaissent leur statut sérologique. Donc, même si on utilise le dolutegravir avec une observance qui n'est pas bonne parce que les adolescents ne connaissent pas leur statut sérologique, donc
les risques d'infection va perdurer. Non seulement il risque d'infecter les autres personnes, mais il y a aussi risque de surinfection. Donc, l'accompagnement est très, très important. Et pour terminer, je pourrais dire, avec une efficacité virologique incomparable, une bonne tolérance, une barrière génétique haute, une possibilité de simplification et l'adaptation aux différents groupes d'âge, ces jours, les inhibiteurs d'intégrase, particulièrement les dolutegravir, offrent le meilleur profil et l'opportunité de soigner les enfants avec un meilleur traitement. J'ai dit et je vous remercie. Merci Faustin pour cette excellente présentation malgré les petites difficultés les techniques que nous avons eues. Quand je regarde dans le chat box, à part quelques commentaires que nous avons reçus sur les problèmes de connexion et sur le fait que les diapos n'apparaissaient pas en un premier temps, il n'y a véritablement pas de questions. Peut-être que nous allons poursuivre avec la prochaine présentation. Mais avant, juste une réflexion que j'aimerais partager avec vous sur la présentation de Faustin. Peut-être qu'il pourra nous dire ce qu'ils en pensent. Il finit par dans sa présentation en disant que certainement des nouvelles recommandations pourraient être proposées l'année prochaine. Et étant donné l'UNICEF, je sais qu'on a essayé de vérifier dans un certain nombre de pays récemment pour savoir s'ils avaient déjà commencé l'utilisation du dolutegravir chez les enfants dans notre région, en Afrique de l'Est et du Centre, même dans l'autre partie de la région. Mais la réponse de beaucoup de pays était que l'utilisation n'était pas encore effective. Ils étaient soit dans les processus de quantification, mais dans la plupart des pays, c'est prévu que ça soit effectif à partir de 2021. Je sais qu'il y a beaucoup de pays qui se plaignent que souvent, ils n'ont pas suffisamment de temps de mettre en application les recommandations avant que d'autres recommandations ne soient faites. Alors, est-ce que Faustin voulait bien dire un mot par rapport à ça? Est-ce que c'est vraiment opportun d'avoir de nouvelles recommandations l'année prochaine, quand on sait que dans la plupart des pays, en tout cas en Afrique subsaharienne, il semble que les pays n'aient pas encore commencé l'utilisation du dolutegravir chez les enfants? À vous, Faustin. Que les recommandations devaient être dans le sens d'accompagner les dolutegravir. Donc, dans l'accompagnement, comme je viens de le dire, un accompagnement psychosocial. Il faut encadrer les parents, il faut encadrer les enfants, surtout les adolescents. Les tout petits n'ont pas de problème parce que ce sont les parents qui administrent le médicament. Mais les adolescents, c'est là où nous avons beaucoup de problèmes, beaucoup de défis. Si on les accompagnait, si l'annonce sérologique se faisait tôt, je pense qu'on n'aura pas assez de problèmes et on va conserver tous les acquis des inhibiteurs de l'intégrase. Donc, s'il y a des recommandations, ça doit être plutôt dans le sens de l'accompagnement de cette molécule qui est des schémas optimisés. Je ne sais pas s'il y a d'autres préoccupations. Question. Je voulais d'ailleurs en profiter pour leur dire qu'ils peuvent continuer à poser leurs questions. On a une autre plage de questions-réponses vers la fin de la session. Si des questions reviennent, Faustin, concernant votre présentation, on va vous les faire savoir. OK, merci. Donc, merci beaucoup. Donc, je propose qu'on poursuive avec la prochaine présentation. Qui sera faite par Michaela Caboret sur la méconnaissance du statut du VIH durant la grossesse comme étant un obstacle à l'élimination de la transmission de la mère-enfant du VIH au Mali. Il va explorer les niveaux, la tendance et les déterminants.
Monsieur Kaboré est en 4e année de DS en maladies infectieuses et tropicales à l'Université de Bamako. Il fait un master en recherche en sciences de la population au niveau du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital du Point G de Bamako. Monsieur Kaboré, à vous pour votre présentation. Vidéo. Okay, bonsoir à tous. Chers congressistes, chers modérateurs, bonsoir. Alors, l'honneur me revient de faire la présentation de ce travail qui est intitulé juste quelques instants. Monsieur le modérateur, chers congressistes, bonjour. Je me nomme Kaboré Mikaïla, je suis médecin. Je suis en dernière année de spécialisation à la faculté de médecine de l'Université de Bamako au Mali. J'ai l'honneur de vous faire la présentation des résultats de cette étude qui est intitulée la méconnaissance du statut VIH au cours de la grossesse comme obstacle à l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH au Mali. Quels étaient les niveaux, la tendance et les déterminants? Pour ce faire, nous allons adopter le plan classique de présentation que voici. Il faut dire qu'en 2019, on comptait 38 millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde, dont près de 5% étaient des enfants. Dans 90% des cas, les infections à VIH dans ces groupes d'âge survenaient par transmission mère-enfant, soit pendant la grossesse, au cours de l'accouchement ou pendant l'allaitement. Il faut dire que des progrès ont été notés au cours de ces dernières années dans le domaine de la PTME, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement. C'est ainsi que depuis 2010, on notait une baisse des nouvelles infections à VIH chez les enfants à près de 52%. Toutefois, pour arriver à une élimination de la transmission mère-enfant du VIH, il faut parvenir à faire un test VIH à toutes les femmes au cours de la grossesse. Une étude réalisée en 2016 en Éthiopie trouvait que le taux de réalisation du test VIH chez les femmes enceintes était de 35%. Au Mali, en 2006, selon l'enquête démographique de santé, seulement 8,5% des femmes ont bénéficié d'un test VIH au cours de la grossesse. L'ignorance du statut VIH au cours de la grossesse constitue un frein à la PTME et ainsi à l'accès au traitement des femmes dépistées positives. Plusieurs études ont été réalisées pour identifier les facteurs pouvant expliquer la non-réalisation du test VIH au cours de la grossesse. Et souvent, c'est des études dont les échantillons sont non représentatifs de la population. Aussi, nous savons que les perceptions des populations changent avec le temps et nous avons voulu apprécier l'ampleur de la méconnaissance du statut VIH chez les femmes enceintes au cours des 2 dernières enquêtes démographiques de santé au Mali. C'est ainsi que nous avons réalisé cette étude dont l'objectif était d'évaluer les niveaux de méconnaissance du statut VIH chez les femmes enceintes, d'apprécier la tendance et d'identifier les déterminants pouvant empêcher l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH au Mali. Pour ce faire, nous avons réalisé une étude transversale et analytique. Nous avons exploité les données des 2 dernières enquêtes démographiques de santé, celles de 2012 et de 2018. Et toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans ayant accouché l'année précédente de l'enquête ont été considérées comme ont été incluses. Et en somme, c'était 2241 femmes en 2012 et 1759 femmes en 2018. Nous avons effectué une analyse de régression logistique avec le logiciel SPSS afin d'identifier ces déterminants et nous avons mesuré les forces d'association à travers les autres ratios. Notre variable dépendante était la méconnaissance du statut VIH et les variables indépendantes étaient regroupées en variables démographiques, économiques et socioculturelles. Nous avons défini la méconnaissance du statut VIH comme étant le fait de n'avoir pas effectué le test VIH au cours de la grossesse et ou n'avoir pas reçu les résultats des tests. À quels résultats sommes-nous parvenus? Il faut dire qu'en 2012, le niveau de méconnaissance du statut VIH était de 84,4%. Et en 2018, ce niveau était de près de 78%. Et nous notons ainsi une baisse statistiquement significative de 6,7%. Sur le plan descriptif, la tranche d'âge la plus représentée était celle de 20-29 ans au cours des 2 périodes d'études et les femmes en union étaient majoritaires. Il est
Pour ce qui est des déterminants démographiques, seule la religion était associée à la méconnaissance du statut VIH au cours de la grossesse. Les femmes résidentes en milieu rural, elles étaient majoritaires. Celles qui avaient un niveau de vie très pauvre, c'était près d'une femme sur 5 et une femme sur 4 était vraiment faiblement exposée aux masses médias. Et le lieu de résidence, le niveau de vie et l'exposition aux médias étaient les variables qui influençaient sur la méconnaissance du statut VIH au cours de la grossesse. Pour ce qui est des déterminants socioculturels, aussi bien la religion, le niveau d'instruction, le niveau de connaissance sur le VIH, le niveau de connaissance sur la PTME et les femmes qui avaient tendance à stigmatiser les PE-VIH, toutes ces variables étaient statistiquement associées à la méconnaissance du statut VIH au cours de la grossesse. En analyse multivariée, d'abord au cours de la période 2012-2013, nous notons que les femmes résidentes dans la région de Mopti par rapport aux femmes résidentes à Bamako, celles résidentes dans la région de Mopti étaient plus susceptibles à ne pas réaliser le test VIH au cours de la grossesse. Et également, nous avons constaté que moins le niveau de vie était élevé, plus les femmes étaient susceptibles de ne pas réaliser un test VIH au cours de la grossesse, comparé aux femmes qui étaient très riches. Également, moins le niveau d'exposition aux médias était élevé, plus les femmes étaient enclines à ne pas réaliser un test VIH au cours de la grossesse. Pour ce qui est des déterminants socioculturels, toujours en 2012, nous constatons que les femmes de religion animiste étaient plus susceptibles de ne pas réaliser un test VIH par rapport aux femmes musulmanes. Et aussi, moins le niveau de connaissance sur le VIH était élevé, plus les femmes étaient susceptibles de ne pas réaliser un test VIH au cours de la grossesse. Moins le niveau de connaissance sur la PTME était élevé, plus elles étaient enclines à ne pas réaliser un test VIH au cours de la grossesse. Et les femmes qui avaient tendance à stigmatiser étaient plus susceptibles à ne pas réaliser un test VIH au cours de la grossesse. Au cours de la période de 2018, comparé aux femmes résidentes à Bamako, c'était les femmes résidentes à Sikasso qui étaient plus inclines à ne pas réaliser un test VIH au cours de la grossesse. Alors, moins les femmes avaient un niveau de vie élevé, plus elles étaient inclines à ne pas réaliser un test VIH au cours de la grossesse. Et les femmes qui étaient faiblement exposées aux médias étaient plus inclines à ne pas réaliser un test VIH au cours de la grossesse. Ce qui est des déterminants socioculturels, c'était les femmes qui étaient sans instruction, qui étaient susceptibles de ne pas réaliser un test VIH au cours de la grossesse, comparé aux femmes qui avaient un niveau d'instruction secondaire et plus. Alors, les femmes qui avaient un faible niveau de connaissance sur le VIH et celles qui étaient plus inclines à stigmatiser les PE-VIH, elles étaient plus susceptibles à ne pas réaliser un test VIH au cours de la grossesse. Alors, quelle discussion pouvons-nous mener au vu de ces résultats? Il faut dire que le niveau de méconnaissance du statut VIH était élevé dans notre étude comparé à d'autres études réalisées dans des pays africains. Et ces différences seraient liées peut-être à la qualité des soins prénatals prodigués dans les structures sanitaires, peut-être aussi aux différentes stratégies de dépistage adoptées pour amener les femmes à se faire dépister au cours de la grossesse. Et aussi, il faut souligner parfois l'accessibilité des services de dépistage peut également être un frein à la réalisation du VIH au cours de la grossesse, des tests VIH au cours de la grossesse. Alors, concernant les déterminants de la méconnaissance, dans notre étude, la région de résidence, le niveau de vie, l'exposition aux médias, la religion, le niveau de connaissance sur le VIH étaient autant de facteurs qui impactaient sur les chances de bénéficier ou d'accepter un test VIH au cours de la grossesse chez les femmes. Et en dehors de la région, de la religion et de la connaissance du VIH, on a constaté que dans l'étude réalisée en Éthiopie, on aboutit au même constat. Et concernant les méconnaissances, les déterminants de la méconnaissance du statut VIH en 2018, à quelques différences près, notamment le niveau d'instruction et l'adoption d'attitudes stigmatisantes envers les PE-VIH, ce sont les mêmes déterminants que nous avons également notés en 2018. Et il faut donc accentuer les actions sur ces facteurs qui ont été identifiés et qui freinent l'élan vers l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH. Alors, nous allons terminer en disant que la non-réalisation du test VIH chez les femmes enceintes, chez les femmes au cours de la grossesse, reste élevée au Mali, malgré une baisse notée de 2012 à 2018. Et cette méconnaissance du statut VIH constitue un obstacle à l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH. Et il est important de multiplier les stratégies de sensibilisation sur le VIH et plus précisément sur la PTME à l'endroit des femmes, notamment celles qui sont déscolarisées,
et surtout celles qui proviennent des milieux défavorisés afin d'augmenter leur adhésion au processus et pouvoir aboutir à de bons résultats. Nous sommes à la fin de notre présentation et nous vous remercions pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Kabore, pour votre brillante présentation. Notre prochain orateur pour cette session est Monsieur Mathurin Tejokem du Cameroun. Mathurin est un médecin de santé publique spécialisé en épidémiologie. Il est chargé de recherche au Centre Pasteur du Cameroun, où il est responsable du service d'épidémiologie et de santé publique. Mathurin est impliqué depuis de nombreuses années à des activités de recherche sur la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, aussi sur la prise en charge des enfants infectés par le VIH et la réponse de ces derniers aux vaccins des routines. Depuis plus d'une dizaine d'années, il coordonne au Cameroun la cohorte ANRS PEDIACAM, une des rares cohortes en Afrique de l'Ouest d'enfants infectés par le VIH, traités précocement par les multithérapies. La présentation de Mathurin porte sur la tolérance rénale au tenofovir chez l'enfant et l'adolescent en contexte africain, une étude observationnelle qui a été réalisée dans le cadre du réseau EVA. Mathurin, à toi. Vidéo. Je vous remercie de me passer la parole. Mesdames et messieurs, bonjour. Permettez-moi de saluer également les membres du comité d'organisation qui, malgré le contexte, ont pris toutes les dispositions pour nous permettre de vivre cette conférence et de partager avec vous les résultats de ce travail réalisé dans le cadre du réseau Enfants et VIH en Afrique sur la tolérance rénale du tenofovir disoprossil fumarate chez l'enfant et l'adolescent. En guise d'introduction, je dirais, comme vous le savez, que la tolérance rénale du tenofovir disoprossil fumarate est bien établie chez l'adulte infecté par le VIH traité. Cette situation serait sur le plan physiopathologique liée à une altération des mitochondries des cellules tubulaires rénales, entraînant une réduction progressive de la filtration glomérulaire. Quelques facteurs sont maintenant identifiés comme associés à un risque élevé de toxicité rénale. Il s'agit de la combinaison avec des inhibiteurs de la protéase et de la durée d'exposition. Cette abondante littérature chez l'adulte contraste avec la rareté des données chez l'enfant et l'adolescent infectés par le VIH, surtout en milieu africain, où le tenofovir reste largement prescrit, malgré l'annonce d'une forme moins toxique, le manque de galénique pédiatrique, les préoccupations générées par l'état nutritionnel et d'hydratation des enfants. Il se dégage donc la nécessité d'évaluer l'influence du tenofovir sur la fonction rénale chez l'enfant infecté par le VIH en milieu africain. Pour aborder cette question, nous avons conduit entre mai 2018 et juin 2019 une étude transversale dans 7 centres pédiatriques de 6 pays impliqués dans le réseau EVA. Il s'agit du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Burundi, du Sénégal, du Mali et du Cameroun. Nous avons inclus, après accord parental et assentiment, des adolescents infectés par le VIH traités par un régime comportant du tenofovir et disposant d'une donnée de créatinine sérée mesurée après l'inclusion ou au plus 3 mois avant l'inclusion. À l'aide d'un questionnaire court, nous avons collecté les données sociodémographiques, l'âge et le sexe, anthropométrique, le poids et la taille, et l'histoire de la thérapie antirétrovirale, essentiellement la date et le régime de traitement de l'enfant et la date d'introduction du tenofovir. Un prélèvement sanguin a été effectué en cas de besoin pour le dosage de la créatinine sérée. À l'aide de ce paramètre, nous avons calculé le débit de filtration glomérulaire
en utilisant la formule de Schwartz révisée en 2009. Toute valeur au-delà de 90 ml par minute était considérée comme normale. Sur le plan de l'analyse statistique, nous avons procédé à la description des variables collectées en utilisant la médiane ou le pourcentage selon le type de variable analysée et rechercher l'effet des variables sur le débit de filtration glomérulaire estimé en utilisant un modèle de régression linéaire. Qu'avons-nous trouvé? D'abord, sur la population étudiée, 363 enfants au total ont été inclus, ce qui représentait pratiquement la moitié des enfants sous ténophobie suivis dans les 7 centres pédiatriques annoncés. L'âge médian à l'inclusion était de 15 ans et demi. L'âge médian à l'initiation des antirétroviraux, pratiquement de 7 ans. Chez 25% des enfants, le ténophobie était associé à un inhibiteur de la protéase. Cette ténophobie était prescrite chez 15% des enfants en première ligne et chez le reste en deuxième ligne après une introduction, après une durée médiane de traitement d'un peu plus de 7 ans. La durée médiane d'exposition aux ténophobies était de 1,5 ans. Concernant le débit de filtration glomérulaire estimé, la médiane était de 89 ml par minute. Et selon ces statistiques, pratiquement la moitié des enfants présentaient une anomalie. Mais il est important de signaler que cette anomalie était légère dans la majorité des cas, car seulement 15 adolescents avaient un débit de filtration entre 30 et 59 ml par minute, indiquant une anomalie rénale modérée. Cependant, aucun de ces enfants n'était symptomatique au moment de l'inclusion. Nous avons représenté dans ces graphiques la relation entre le débit de filtration glomérulaire et la durée de traitement antirétroviral sans ténophobie et la durée de traitement avec ténophobie. Dans le cas A, il n'y a aucune influence de la durée du traitement sans ténophobie sur le débit de filtration glomérulaire. Dans le cas B, on voit une réduction significative du débit de filtration glomérulaire estimé, comme nous pouvons le voir sur cette droite, dont la pente est estimée à moins 0,41 ml par minute par mois de prise de ténophobie. Nous avons poursuivi cette exploration en intégrant les autres variables collectées pour nous rendre compte à la fin de notre analyse multivariée que 3 facteurs se dégageaient globalement comme indépendamment associés à la réduction du débit de filtration glomérulaire estimé. Il s'agit de l'âge à l'inclusion de l'enfant, de la durée d'exposition aux ténophobies et de la coprescription des inhibiteurs de la protéase avec le ténophobie. Avec ce résultat, nous avons dégagé 2 éléments indirects qui confortent le lien entre le ténophobie et la réduction du débit de filtration glomérulaire chez l'enfant et l'adolescent infecté. Il s'agit de la coprescription du ténophobie et des inhibiteurs de protéase, comme déjà démontré chez l'adulte, et l'absence d'association entre la durée d'exposition aux antirétroviraux avant la mise sous traitement comportant du ténophobie, comme l'a montré Frigati et collaborateurs dans un travail en Afrique du Sud. Parmi les limites de ce travail, nous citons l'absence de groupe témoin qui aurait été difficile à mettre en place dans le contexte observationnel de cette étude, et l'absence de prise en compte des données sur la progression de la maladie VIH, comme les CD4 et la charge virale. En conclusion, ce travail montre une modeste mais progressive baisse de la filtration glomérulaire sur ténophobie chez l'enfant et l'adolescent infecté par le VIH, ce qui pourrait engendrer des anomalies sévères sur le long terme. Il est important de poursuivre cette évaluation régulièrement par la mesure de la créatinine. Je termine cette présentation en remerciant les participants, les enfants et adolescents et leurs parents, les investigateurs de cette étude, dont la liste
est présenté dans ce tableau, en particulier le professeur Stéphane Blanche pour son soutien tout au long de cette étude. Je voudrais également remercier Expertise France et l'initiative 5% pour le soutien à la mise en place de cette étude. Je vous remercie. Bonjour à vous et merci Mathurin pour cette étude passionnante qui a été en plus très intéressante puisqu'elle fédérait plusieurs des centres EVA autour d'un projet de recherche commun. Donc, les questions, ça sera tout à l'heure, à la fin de l'ensemble des interventions, et je vais dès à présent introduire l'orateur suivant. Il s'agit de Papa Biran Mbodji du Sénégal. C'est un pédiatre qui a été chef du service de pédiatrie de l'hôpital régional de Kaolack pendant 10 ans et qui a participé à un certain nombre de projets de recherche opérationnelle, dont l'étude dont il va nous faire part. Je lui laisse la parole, Dr Mbodji. La communication, s'il vous plaît. Bonjour.
J'arrive pas à partager mon écran. Bonjour. Est-ce que je peux parler? Voilà, bonjour tout le monde. C'est un honneur pour moi de vous faire l'économie du travail que nous avons fait. Je peux y aller? Voilà, c'est un honneur pour moi de vous faire l'économie du travail que nous avons fait qui porte sur l'acceptabilité et l'observance d'une thérapie nutritionnelle chez les adolescents malnutris infectés par le VIH au Sénégal. Alors, la prévalence de la malnutrition est élevée chez les adolescents infectés par le VIH et qui est associée à un taux élevé de décès malgré le traitement antirétroviral. Il existe des recommandations anciennes et des protocoles de l'OMS et de l'UNICEF concernant la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère chez les enfants de moins de 5 ans, basés sur les aliments prêts à l'emploi. Les recommandations de l'OMS aussi de 2009 ont parlé de la prise en charge de l'enfant de plus de jusqu'à 14 ans, mais c'était faiblement opérationnalisé. De plus, on sait peu de choses sur cette tranche d'âge qui est quand même vulnérable. C'est dans ce contexte que nous avons réalisé la recherche opérationnelle qu'on appelle SNAC, supplémentation nutritionnelle des enfants adolescents en carence au Sénégal, dans 12 sites de prise en charge de VIH pédiatrique entre 2015 et 2017. Les objectifs de l'étude étaient d'opérationnaliser une thérapie nutritionnelle ambulatoire dans les sites de prise en charge régionaux après un bon renforcement de capacité du personnel, d'évaluer l'acceptabilité et l'efficacité des aliments prêts à l'emploi pour la thérapie nutritionnelle ambulatoire des adolescents et de produire des données factuelles pour le programme national. Nous avons inclus des enfants de 5 à 18 ans infectés par le VIH qui étaient malnutris, aigus, sévères ou modérés. Et notons que la malnutrition et la récupération nutritionnelle ont été définies conformément aux normes de croissance de l'OMS. Nous avons fait un suivi bimensuel, c'est-à-dire tous les 15 jours, avec une prescription de Plumpy Nut ou de Plumpy Sup selon le poids, selon l'âge et la sévérité de la malnutrition. Et à chaque visite, il y avait un examen clinique complet et une mesure de l'observance aux aliments prêts à l'emploi par interview. Il faut noter que les aliments prêts à l'emploi que nous avons utilisés sont à base d'arachide, enrichis en complexes minéraux vitamines et utilisés en cas de malnutrition. Alors, nous avons évalué l'acceptabilité par la perception de l'intervention par les jeunes au travers d'un questionnaire à la 2e semaine et un focus group à la sortie de l'intervention. Nous avons également évalué l'adhésion aux prescriptions des APE à la 2e semaine. Et nous avons construit un indicateur d'acceptabilité globale qui est calculé sur le nombre d'aliments prêts à l'emploi consommés sur le nombre d'aliments prescrits. Et on dit que l'acceptabilité, l'enfant est en consommation sous-optimale s'il consomme moins de 50%. Comme résultat, nous avons inclus 173 enfants malnutris, donc 40% de formes sévères. L'âge médian est de 12 ans et demi, avec 39% de filles. 87% des enfants inclus étaient sous traitement antirétroviral, donc 43% en suppression virologique. Nous avons 28% qui connaissent leur statut. Et la durée médiane de suivi était de 66 jours. Comme résultat, nous avons eu 61% de succès et au bout de 30 jours de suivi, de durée médiane. Il faut noter que nous avons eu des cas d'échec, 30% à peu près, après une durée médiane de suivi de 240 jours.
6% d'abandon après une durée de suivi de 140 jours et malheureusement 3% de décès après une durée de suivi de 150 jours. En ce qui concerne l'acceptabilité, la perception de l'intervention par les jeunes, à la deuxième semaine, 30% des enfants ont rapporté un dégoût aux aliments prêts à l'emploi. 31% au moins ont eu soit un épisode de diarrhée et ou de vomissement. Et à la fin de l'étude, globalement, les enfants ont bien apprécié avec une bonne compréhension et un accueil favorable de l'intervention. Mais certains ont eu quelques contraintes, c'est-à-dire la nécessité de se cacher pour consommer les aliments, pour éviter aussi le partage et éviter les questions. Et d'autres enfants ont rapporté un dégoût et des effets secondaires fréquents qu'ils ont considérés comme des causes d'échec et des obstacles qu'ils ne pouvaient pas surmonter. Et certains même ont eu à abandonner l'étude, le suivi. En ce qui concerne l'adhésion aux APE, à la deuxième semaine, 31% des adolescents présentent une consommation sous-optimale. Il faut noter qu'au cours de l'étude, la consommation était vraiment stable, entre 64% et 57% des APE prescrits selon la visite. Quels sont les facteurs associés à une consommation sous-optimale à la deuxième semaine? C'est essentiellement 3 facteurs. Le premier, c'est l'ignorance de sa sérologie, qui entraîne 5 fois plus de risques. Le second, c'est le dégoût aux aliments prêts à l'emploi, qui entraîne 5 fois plus de risques. Et le dernier, c'est l'insécurité alimentaire du foyer, qui entraîne 3 fois plus de risques. Comme dans toute intervention médicale, l'acceptabilité de la thérapie nutritionnelle par les APE est conditionnée par son efficacité. Donc, nous avons réfléchi à quelques pistes pour optimiser l'acceptabilité de ce traitement-là en routine. Il s'agit d'alléger les prescriptions, espacer le suivi en impliquant les communautaires. Il s'agit de renforcer et d'accompagner les jeunes, de les responsabiliser, de leur faire une annonce du statut plus précocement et impliquer les pairs avec un accompagnement par les pairs et un soutien psychosocial. De réduire l'effet de saturation, parce que la saturation entraînait un dégoût et ce dégoût était une cause importante d'échec. Et pour réduire cet effet de saturation, on pouvait proposer de faire des pauses thérapeutiques, de faire un counseling sur les stratégies de prise. Et ensuite, d'accompagner les familles qui ont été en difficulté et en insécurité alimentaire. Suite à l'atelier national de restitution des résultats et des enseignements de la recherche, les recommandations pour la prise en charge nutritionnelle ont été finalisées et validées en 2018. Le passage à l'échelle au niveau national est prévu pour 2021-2022. Voilà, nous remercions tous nos partenaires, nous remercions tous ceux qui ont participé à l'étude, les enfants, leurs parents, les communautaires, nous remercions les investigateurs et les partenaires qui ont aidé à ce que l'étude puisse se dérouler normalement. Merci de votre aimable attention. Bonjour, donc merci Dr Mbodji et voilà la fin de notre présentation avec les questions. Alors nous avons quelques questions pour vous trois. Pour Monsieur Caboret, s'il nous écoute, une question qui est: que pensez-vous de l'utilisation du test duo syphilis pour augmenter la connaissance du statut sérologique chez les femmes enceintes? Et savez-vous si ce test a été déjà utilisé? Docteur Caboret, est-ce que vous avez bien entendu la question? Non, je n'ai pas bien saisi. Je vais recommencer. La question était celle d'utiliser un test syphilis-VIH associé. Est-ce que vous avez connaissance de ce test et est-ce que vous l'avez utilisé et qu'est-ce que vous pouvez en dire? Est-ce que vous connaissez ce test?
Un test syphilis VIH, non, nous n'avons pas connaissance de ce test. Oui, je peux répondre? Oui, bien sûr. Ok, voilà, nous n'avons pas connaissance de ce test, mais il faut dire que nous avons exploité des données secondaires, voilà, des données des données de l'enquête démographique de santé, et nous n'avons pas eu l'occasion d'introduire d'autres variables en dehors de ce qui était déjà dans la base, et nous n'avons pas connaissance de ce test, syphilis et VIH. Merci. Je vais profiter en voyant Mathurin. Il y a une question concernant le ténophobie. On a dit qu'il y avait 3 facteurs qui jouaient: la durée d'exposition, l'association aux antiprotéases et l'âge. Est-ce que vous pouvez être plus spécifique sur l'âge? Ça veut dire que c'est les plus jeunes qui sont les plus atteints, ou dans quel sens jouait l'âge? C'était beaucoup plus dans l'augmentation de l'âge. Plus on passait de l'âge jeune, de l'enfance vers l'adolescence, on voyait le risque augmenter. Plus dans ce sens. J'ai pas très bien entendu. Allô, est-ce que vous m'entendez? On n'avait pas bien entendu, peut-être que tu peux répéter une fois. Voilà, donc j'étais en train de dire que c'était beaucoup plus dans l'augmentation de l'âge. C'est-à-dire que quand on passait du plus jeune âge vers l'âge plus avancé, on voyait que le risque augmentait. C'est les enfants les plus âgés qui ont plus d'insuffisance rénale. D'anomalie pour l'instant. D'accord. Une autre question était pour le docteur Kitetele, s'il est encore à disposition. La question était, étant donné que le dolutegravir est meilleur pour les enfants et les adolescents, pourquoi est-ce qu'il n'est pas encore utilisable dans nos formations sanitaires? C'est une question qui nous vient du Cameroun. Ok, merci beaucoup pour la question. Les formulations pédiatriques posaient problème, comme nous le savons tous. Les autorisations de mise sur le marché de molécules pour les enfants prennent toujours du temps. Et bien que ce sont des molécules qu'on utilise les adultes, c'est à peine qu'on vient d'avoir des formulations pédiatriques. Et c'est tout à fait normal que certains pays ou certains programmes puissent avoir un petit retard par rapport aux pays du Nord, par exemple. Mais est-il que ces formulations sont déjà disponibles? Je pense que, par exemple, dans notre pays, les commandes sont déjà en cours. On utilise les dolutegravir chez les adolescents. On a quand même un bon recul. Donc, si certains pays s'y mettaient, je pense que d'ici l'année prochaine, ils pourront disponibiliser cette molécule. Même la dernière autorisation ou la dernière approbation, c'est avec les dolutegravir 5 mg qu'on peut donner à partir de 3-4 kg. Donc, c'est vraiment une très bonne chose. Oui, c'est tout à fait passionnant. Hein. C'est vraiment la molécule du futur qui rassemble puissance, efficacité, bonne tolérance et enfin une galénique appropriée pour tous les âges et dans plusieurs contextes physiques réels. Donc, on en attend beaucoup, effectivement. Effectivement, comme vous venez de le dire. Voilà, et donc, comme vous disiez aussi, je pense qu'il y a toute une dynamique entre connaître les posologies, ce qui a été fait par les études, pouvoir avoir les autorisations de mise sur le marché selon les pays, et puis que les prescripteurs prescrivent et que les pharmacies commandent, parce que c'est aussi toute une dynamique qui doit se mettre en route pour disposer de ces produits, en tout cas sur lesquels nous comptons beaucoup.
À ce jour-là, je ne vois pas pour l'instant d'autres questions qui étaient posées. C'est effectivement pour le docteur Caboret cette question de la méconnaissance globale du VIH est presque un peu étonnante quand on se dit que maintenant on est à presque 40 ans d'existence du VIH et on voit que la méconnaissance reste encore un facteur absolument majeur qui limite l'utilisation de la PTME dans les zones un peu distantes et rurales au Mali. Ça montre bien que les efforts d'éducation doivent être continus et il ne faut pas se reposer sur une impression de connaissance qu'il peut y avoir peut-être dans les plus grands centres-villes et que les actions doivent se poursuivre. Je pense que c'est intéressant que vous commentiez aussi un petit peu sur cette continuation. Et puisque je vois afficher encore Dr Mboji dans les petites images, c'est vrai que c'était tout un challenge, ce travail de supplémentation alimentaire chez les adolescents, alors qu'on voyait que ces jeunes étaient très dénutris et que, effectivement, le constat avait été fait que beaucoup des jeunes dénutris, c'est aussi le fait de l'insécurité alimentaire au foyer. Et faute de pouvoir aider financièrement les foyers, on se disait on peut peut-être aider les jeunes via une solution un peu médicale. Mais malgré tout, on a l'impression, d'après votre travail, que ces jeunes-là ne s'en sont pas plus saisis que les autres. On a l'impression, d'après votre travail, que même les jeunes qui étaient en carence alimentaire n'ont pas utilisé cet apport pour mieux manger pendant le temps où on leur faisait cette proposition. Est-ce que vous pouvez commenter un petit peu? Oui, et cela est surtout lié à la petite période durant laquelle l'étude a été menée. C'est sur on peut dire une courte durée. Et à force de leur donner ces apports nutritionnels, on a dû créer aussi une sorte de saturation et de dégoût qui a fait que voilà, certains n'ont pas voulu continuer à prendre les aliments prêts à l'emploi. D'autres aussi ont eu des contraintes parce que quand ils devraient prendre les aliments prêts à l'emploi, ils devraient se cacher. Voilà, ils ne pouvaient pas les prendre n'importe où et n'importe quand. Voilà, c'était pas vraiment facile pour eux de les consommer de façon optimale. Et quelle serait votre proposition? Il peut y avoir aussi des formes sèches au lieu de formes liquides. Comment est-ce que vous pensez continuer? Qu'est-ce que vous nous suggérez? Ce qu'on suggère, c'est plutôt déjà que ces enfants-là soient annoncés, qu'ils connaissent leur statut, que les formes des aliments prêts à l'emploi puissent être changées. Je ne sais pas, est-ce que ça va être facile, mais on pourrait au moins mettre en place des stratégies de prise, comme par exemple, au lieu de leur faire prendre ça tous les jours, de faire des pauses thérapeutiques pour leur permettre de souffler de temps en temps et de reprendre. Je vous remercie beaucoup. Alors, une nouvelle question arrive concernant le dolutegravir. Le docteur Benchekroun du Maroc nous dit, est-ce que vous pouvez commenter sur les publications qu'on lit sur les risques d'un gain de poids excessif favorisé par le dolutegravir? Quelles informations avez-vous sur ce sujet de télé? Ah, on n'entend pas docteur Kitetele. Je disais qu'il y a des publications qui parlaient de la prise de poids
chez les personnes sous traitement au DOLI ou à d'autres inhibiteurs de l'intégration. Il y a une explication là-dessus. Mais particulièrement les enfants, puisque moi je prends en charge les enfants, nous n'avons pas un grand recul. Nous venons à peine de commencer à mettre les enfants sous dolutegravir. Donc, nous devons avoir un grand recul pour essayer de voir si ce que nous constatons chez les adultes, si on va constater la même chose par rapport à ce qu'on constate chez les adultes. Donc, je ne sais encore rien dire en ce qui concerne les enfants là-dessus. Nous avons besoin d'un recul. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Il y a même d'autres articles qui parlent de prurites ou des atteintes hépatiques, mais on doit avoir un bon recul. Et nous savons que les enfants tolèrent mieux certains médicaments par rapport aux adultes. Nous ne savons encore rien, donc on ne peut pas lancer là-dessus. Nous avons besoin de temps pour arriver à conclure. Oui, possiblement l'âge dépend si on est en période prépubértaire ou bien post-pubertaire pour cet élément. On va le savoir avec un peu plus de recul, comme dit le docteur Kitedele. Je vous remercie tous parce que je vois que l'heure est déjà atteinte. C'est difficile de faire les congrès dans ces conditions-là, mais malgré tout, ça nous permet d'échanger. On est content de vous voir, de se retrouver malgré toutes les difficultés actuelles. Et je remercie tous les gens qui ont fait l'effort de participer, de se connecter. Et puis, ces présentations resteront disponibles en replay pour pouvoir regarder tranquillement à tête reposée les documents, reprendre note sur les données fournies. Donc, je remercie vraiment tout le monde bien chaleureusement. Et puis, à bientôt. Au revoir à tous.